Dans cette vidéo, je vais te le dire tout de suite, j'ai pas la prétention de te donner la clé de la réussite en audit ou en finance. Par contre, la promesse que je te fais, c'est que je vais t'expliquer sans bullshit, je vais t'expliquer en toute transparence tout ce que j'ai fait, toute la préparation que ça m'a nécessité, tous les leviers psychologiques que j'ai utilisés, toute la stratégie que j'ai adoptée pour sauter un grade, pour jumper, et tu verras que parfois, c'est un peu des airs de campagne politique. Au début de chaque campagne politique, il y a simplement l'annonce de ses intentions, de ses ambitions. Autrement dit, il faut que tout le monde sache que vous allez vous porter candidat. Françaises, Français, mes amis, j'ai besoin de vous. Forcément, c'est une stratégie qui est risquée. Si vous échouez, tout le monde doit le savoir. Si vous réussissez, tout le monde doit le savoir. La toute première semaine de septembre, quand j'ai commencé à appeler toutes les personnes avec qui je travaillais, mes managers, j'ai parlé aussi à mes équipes, mes juniors, etc. Et forcément, il y a un manager, c'était pas mauvais en soi, il n'avait pas des mauvaises intentions, mais il me faisait très clairement comprendre que mon jump n'était déjà un qui était pas naturel et de deux qu'il avait jamais vu ça. Si tu jump junior 1 à senior 1, tu passes de junior à senior. Si tu jump senior 2 à manager 1, tu passes du grade de senior à un grade de manager. Moi, je voulais jumper de senior 1 à senior 3, mais il n'y avait pas de passage quelque part de grade, de niveau. Il fallait que je prépare une stratégie de campagne qui soit beaucoup plus ambitieuse et agressive que la moyenne. Non, je vais vous attaquer encore parce qu'il n'y a pas de faux chez moi. Alors Faites très attention. En audit, en cabinet, il y a un terme qu'on utilise pour faire comprendre que tu agis comme, autrement dit, par exemple, Lucie, elle était junior 2 la saison où je suis rentré, mais sur le job où on était, elle faisait le travail d'un senior 1. Donc moi, le deal que je voulais faire passer et qui a fonctionné, c'était de faire comprendre que j'aurais les épaules dans une saison pour être acting as manager sur mes jobs, sur mes 4 jobs, et que l'avantage que ça va présenter pour eux, finalement, c'est d'avoir un manager au prix d'un senior 3. Quand j'étais arrivé les premières semaines en cabinet, il y avait un petit truc qui m'avait un peu interpellé, forcément avec le jeu de la roulette russe. J'avais le job sur lequel j'étais avec Lucie, j'avais aussi d'autres jobs. Et mon job le plus important, c'était un job qui était dans le domaine de l'énergie, pas en France. C'était pas un job qui avait une bonne réputation. C'était un job qui avait une réputation d'être un peu compliqué à auditer, très technique, il y avait beaucoup de rotation sur l'équipe, beaucoup de démissions, etc. Mais la principale difficulté avec ce job, c'était que c'est une clôture décalée. C'était un peu une chance et une malchance parce que la clôture de ce job-là se faisait plus ou moins de octobre à décembre. Et ensuite, donc j'avais un final de octobre à décembre et ensuite je devais enchaîner avec la vraie période de finale de janvier à mai. Donc en fait, j'avais 2 saisons en une, mais ça voulait aussi dire progresser peut-être un peu plus vite que les autres de ma promo. Ça a été une grosse journée, mais comme d'hab, et ça m'a pas trop gêné, j'ai bien aimé. Mais voilà un peu le quotidien que j'ai actuellement. Là, je suis sur un job qui clôture au 30 septembre, donc là, je suis en plein final, alors que la saison n'a pas vraiment commencé, elle est censée commencer en janvier. J'ai des grosses équipes à gérer, et moi, j'aime bien être dans ce rôle-là de senior responsable des équipes. Et j'essaie de faire en sorte d'être au mieux, le mieux armé possible pour la suite, quoi, tout simplement. Sur ce job, il y avait une organisation particulière. En fait, il y avait l'audit d'une entité mère et l'audit de filiales. Il y avait plus ou moins 8 filiales quand je suis arrivé. Moi, j'étais à cette époque-là, en tant que junior 2, dans une position de acting as senior. Puisque je faisais partie des 2 chefs de mission quelque part à auditer 4 filiales. Donc on avait 4 filiales chacun et j'avais une équipe de 1 à 2 stagiaires et juniors à gérer. Ce qui s'était passé pour moi, et c'est là que c'est important de commencer à réfléchir à la stratégie, c'était que à la fin de la saison de junior 2, j'avais réussi ma saison, mais surtout j'avais faim. Pour vous donner un peu plus de contexte, pour moi, venir dans un Big Four, c'était déjà parce que j'avais faim, donc prouver que je pouvais réussir. Quand je suis arrivé dans un Big Four et que j'ai vu que ça se passait bien, ça se passait aussi bien que dans les autres cabinets par lesquels je suis passé,
je savais que dans tous les cas, j'allais démissionner. Donc, c'était pas vraiment une question d'argent, mais je voulais me dire, avant de partir du Big Four pour créer mon business, je voulais marquer un grand coup, tourner la page pour que le reste de ma vie, quelque part, j'ai au moins cet accomplissement qui me servira de moteur pour derrière faire quelque chose d'encore plus grand. Donc, je m'étais persuadé pendant l'été que il fallait que je jump, il fallait que je jump, il fallait que je jump. Quand j'arrivais à la rentrée, après la saison de Junior 2, je passe senior, j'annonce à tout le monde que je veux jumper, et là, forcément, j'ai un appel avec le manager de ce job-là, le job de l'énergie, qui me demande si je suis OK pour passer, selon lui, à l'étape supérieure, autrement dit, sur l'audit de l'entité mère. Puisque l'entité mère de la boîte sur laquelle j'étais était bien plus importante, pesait peut-être 100 fois plus. Sauf que à ce moment-là, je me suis souvenu de la théorie de Michel Crozier, qui est un sociologue des organisations. Ceux qui contrôlent l'incertitude sont en situation favorable dans le rapport humain. Il définit la zone d'incertitude comme un espace où un individu ou un groupe d'individus détient un certain pouvoir en raison de son contrôle sur une ressource, une information, une compétence difficilement prévisible ou maîtrisable par les autres. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Les filiales, c'était certes pas la partie la plus stratégique du job. Par contre, j'étais monsieur filiale. J'avais passé le plus de temps sur les filiales. Je m'étais déplacé en province pour aller voir les interlocuteurs. Je savais comment ça fonctionnait. J'avais compris que pour moi, c'était plus intéressant de rester sur des filiales que de monter sur l'entité mère où il y avait déjà 3-4 seniors, où je serais un peu un senior parmi tant d'autres. Donc, dans ma volonté de maîtriser une zone d'incertitude qui pourrait ensuite me servir de levier, j'ai simplement décidé de ne pas monter sur l'entité mère. J'ai proposé un deal qui était purement insolent. C'était, en tant que senior 1, d'être acting as déjà une sorte de petit manager sur les filiales. J'étais pas complètement aux manettes, il y avait toujours le manager au-dessus de moi, mais j'étais quand même dans la position de superviser 2 autres seniors et leurs juniors. Donc déjà, j'avais une équipe qui commençait à devenir conséquente, et pour moi, c'était simplement une marche de plus vers la négociation qui allait se jouer. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées à la fin de la saison. Peut-être que vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que toi, on accepte de te donner ce rôle-là? Comment tu fais pour négocier? Encore une fois, c'est les bouquins qui m'ont servi, qui m'ont aidé, puisqu'avec mon business Audit IQ qui commençait à grandir, j'ai dû commencer à m'intéresser à la vente et à la négociation. Et ce que j'avais compris, c'était que, bon, moi personnellement, je voyais mes managers plus que comme des clients que comme des managers. Un bon vendeur, sa capacité numéro 1, c'est pas de parler, c'est pas de savoir parler. Au contraire, c'est de savoir écouter. C'est de savoir écouter, c'est de savoir comprendre que chaque client a des besoins différents. Pour les managers, c'est pareil. J'avais compris qu'il y avait des managers qui étaient très méthodiques, qui avaient un besoin de contrôle qui était important. Et pour ces managers, quelque part, je leur offrais une version d'un senior qui était très méticuleux, qui était très approfondi dans les travaux, qui allait toujours rechercher de la méthodologie pour justifier ses travaux. Donc, je leur offrais ça. Par contre, j'avais aussi des managers qui étaient déjà sous l'eau. Des managers qui avaient du mal à s'en sortir. Et pour eux, ce que je leur offrais, c'était une autonomie qui était importante. Et dans le job sur lequel j'étais, clairement, j'étais avec un manager qui avait un besoin d'un senior qui soit autonome, qui soit capable de prendre des initiatives. Et la proposition que je lui ai offerte, s'il a accepté, c'est pas simplement pour me faire plaisir. C'est ça que je veux faire comprendre, c'est que souvent, ce sont des échanges de bons procédés. C'est de la négociation. Il faut toujours penser gagnant-gagnant. Si vous pensez que à votre intérêt, vous allez difficilement convaincre les autres. Donc, il faut toujours se demander qu'est-ce que veut la personne qui est en face de moi. Tout ça, c'est bien. La négociation s'est bien passée. Maintenant, il fallait quand même rentrer dans l'action. Il fallait quand même prouver que j'étais capable de le faire. Et je dois dire que la saison de Senior 1, clairement, c'était à la fois la saison la plus intense, la plus extrême, avec le plus de pression que j'ai pu avoir dans toute ma carrière en audit, mais surtout, c'était de très très loin la saison que j'ai préférée du premier mois au dernier.
je sens la pression puisque c'est un peu le rush absolu. Ce que j'adore en fait avec le grade de senior 1, voire de senior 2, c'est que vous avez vraiment au plus proche de l'équipe. C'est vous qui apprenez les métiers aux juniors, aux stagiaires. Et moi, ce rôle un peu de sorte de commandant, de chef d'escouade au cœur de la bataille avec son équipe, j'ai trouvé ça incroyable. Sincèrement, je sais que l'année de senior, ça fait peur à beaucoup de personnes parce qu'ils savent que c'est une année qui est intense, mais je voulais aussi vous dire que c'est une année qui est particulièrement savoureuse parce que vous sentez que vous êtes vraiment une personne qui est clé. Et je dois dire que c'est un sentiment que j'ai perdu quand je suis passé senior 3, mais sincèrement, profitez au max de cette saison parce que je la trouve incroyable personnellement. J'aimerais être clair sur un point. Moi, la stratégie que j'avais et qui peut fonctionner pour toi, c'est que je me t'ai mis en tête que les premières saisons que je passais en audit, c'était des saisons qui étaient faites pour 3 objectifs. Premier objectif, se faire un nom. Je voulais que sur chacun des jobs sur lesquels je passais, je laissais une bonne impression pour que mon nom, quelque part, soit associé à une bonne performance et pour que je puisse, dans les saisons d'après, naviguer un peu mieux avec mon portefeuille de mission. Deuxième objectif, c'était d'être calé techniquement. La méthodologie d'audit de chaque cabinet est différente et elle est plus large. De manière générale, la méthodologie d'audit, c'est pas forcément simple. Il y a beaucoup de notions à savoir et je voulais être sûr de bien saisir les spécificités qui font que quelqu'un est un bon senior parce que je savais que de un, j'allais devoir les expliquer à mes futurs juniors, mes futurs stagiaires, mais que de deux, ça allait être important parce que forcément, il y a des dossiers qui sont plus complexes que d'autres. Et mon troisième objectif, c'était aussi de faire un peu du repérage, de repérer les bons jobs, les mauvais jobs. Et pour la petite anecdote, le job sur lequel j'étais planifié avec Lucie, j'ai fini par le quitter. Il faut aussi penser à son positionnement par rapport à des missions. Au début, quand vous arrivez, vous acceptez un peu ce qu'on vous donne parce que il y a un petit phénomène de roulette russe qui fait que quand vous arrivez en cabinet, vous êtes juste un nom sur un classeur Excel. On vous connaît pas, il y a aucune raison de vous affecter à un job X ou un job Y. Donc finalement, on vous affecte déjà par hasard. Mais après quelques saisons, si vous performez bien, s'il y a des vraies raisons derrière, vous pouvez rentrer sur d'autres jobs qui vous intéressent et sortir sur des jobs qui ne vous intéressent pas. Donc, ce que je vous dis là, c'est que au début, moi, sincèrement, je vous conseille de vous concentrer uniquement sur la technique. Pour vous expliquer la chose de manière plus imagée, moi, je m'étais mis en tête d'être un peu le bon petit soldat, le bon premier de la classe, en posant beaucoup de questions, en étant hyper méticuleux, hyper attentif, hyper concentré sur les détails. D'ailleurs, si c'est votre première saison en audit, et si vous voulez avoir mes conseils sur les 4 erreurs à absolument éviter lors de votre période d'essai, je vous ai mis un lien en description avec mon guide. Ce qui a fait que j'ai pu progresser assez bien, c'était notamment le fait que je demandais des feedbacks H24. Quand j'étais en cabinet, j'étais mieux ce feedback. Ma stratégie, c'est de demander des feedbacks plus ou moins à mi-parcours, puisque le truc avec les feedbacks, c'est que quand vous obtenez un feedback d'amélioration qui est négatif, forcément, ça vous laisse le temps de le corriger. Et en fait, si vous recevez tous les feedbacks négatifs avant la fin de l'évaluation finale et que vous corrigez tous les feedbacks négatifs, il n'y a aucune raison de ne pas avoir une très bonne évaluation à la fin. Donc moi, que ce soit dans le business, au travail, même en perso, je suis toujours très organisé. Et pour vous montrer un peu comment je faisais, j'utilisais un fichier Excel qui me permettait de suivre un peu mes missions. Donc là, je vous le montre parce que je sais que ça va pouvoir être utile à pas mal de personnes si vous sentez que vous avez du mal à vous organiser. En fait, ce fichier-là, c'est un fichier où en fait je liste dans le détail, vraiment au niveau micro, les travaux à réaliser. Pour compléter ce fichier-là, je vous avoue que ça me prenait beaucoup de temps. Donc souvent les interventions commencent le lundi. Et moi, dans la semaine qui précédait l'intervention, sincèrement, je n'hésitais pas à passer jusqu'à 5 heures pour compléter ce tableau-là, parce que une fois que c'était fait, je savais que jusqu'à la fin de l'intervention, j'étais tranquille. Ce que je faisais, c'est que j'ouvrais chaque fichier, chaque travaux du N-1 pour comprendre exactement ce qui se cache derrière les cycles. Donc en fait, je listais tous les cycles qu'on devait auditer, cash, fournisseur achat, capitaux propres, clients et immobilisation. Et pour chaque cycle, je listais les tâches. Donc les tâches dans les cycles, souvent, ce sont des onglets où vous allez dire, OK, sur le cycle cash, il faut qu'on audite les circularisations, la caisse. Sur les fournisseurs, il faut qu'on audite les autres achats.
sur les capitaux propres, il faut qu'on fasse le tableau de variation. Donc, je listais toutes les tâches en détail et surtout, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était la colonne commentaire. Donc, en fait, ici, ce que je faisais, c'est que j'identifiais ce qu'on appelle des goulots d'étranglement, qui sont des tâches, on va dire, qui conditionnent la réalisation d'autres tâches. Dans toutes les entreprises, l'étape de production, qui a la plus faible cadence dans un flux de production, se définit comme étant un goulot d'étranglement. Celui-ci provient du nom anglais « bottleneck ». On retrouve ce même phénomène dans la vie de tous les jours. Pensez simplement au nombre d'heures que vous restez pris dans le trafic. Sachez que cela est causé par un goulot d'étranglement. On audite souvent les goulots d'étranglement et sur les tâches par lesquelles il faut toujours commencer, c'est tout ce qui concerne des sélections. Quand vous avez par exemple des demandes de documents envoyées à des clients, parfois vous avez 30-40 factures à demander pour le cycle achat. Ce que je faisais, c'est que je rentrais dans les travaux de N-1, je regardais l'onglet des autres achats à l'externe, à ACE, et je notais que par exemple il y avait 40 factures à demander. Et du coup, je savais que quand j'allais faire l'audit, il fallait qu'on commence par ça pour être plus à l'aise. Et là où ce fichier-là, je trouve magique, c'est que, en fait, j'ai mis des colonnes pourcentage d'avancement, pourcentage de revue. Comme ça, je sais exactement si, par exemple, le junior, le stagiaire est en charge des ACE, je demandais à lui, ce fichier-là a été partagé sur Teams, où il pouvait le modifier en direct, je demandais à lui de modifier le pourcentage d'avancement. Et une fois qu'il avait fini les travaux, moi aussi, je pouvais faire ma revue en indiquant ensuite mon pourcentage d'avancement. Ce qui faisait que quand j'étais avec des managers qui me demandaient ok Dylan, où est-ce qu'on en est sur le job, là où la réponse d'autres seniors était toujours un peu plus floue, un peu moins claire, un peu moins straight to the point, moi c'était toujours ok, on est à ce pourcentage-là précis. Je vais vous lire un petit passage dans le livre qui m'a pas mal influencé dans ma vie. Donc, ce livre, c'est Influence de Robert Cialdini. Donc, le chapitre, c'est chapitre 2, Réciprocité. Que ta main ne soit pas tendue pour recevoir et fermée quand il s'agit de rendre. Pour résumer, selon les sociologues et les anthropologues, l'une des normes les plus fondamentales et répandues de la société humaine s'incarne dans le principe de réciprocité. Celui-ci exige qu'une personne s'efforce de rembourser ce qu'une autre personne lui a fourni. Tous les membres de toutes les sociétés sont formés dès l'enfance à se conformer au principe de réciprocité sous peine de s'exposer à la réprobation de leur père. À la fin de la saison, vous avez la table ronde pour nous qui se déroulait plus ou moins en juillet. C'est la commission où vous avez un peu toutes les grandes têtes du cabinet, les managers, les associés qui se réunissent pour trancher un peu sur les passages de grade. Et moi, j'ai pas eu grand chose à faire puisque vous l'avez compris avec le principe de réciprocité, j'avais fourni un bon travail et ils savaient très bien, c'est là que je vous disais que c'était important d'être public, d'annoncer votre candidature. Depuis le début de la saison, en fait, ils savaient très bien les ambitions. Et puis un jour, en plein milieu du mois de juillet, je reçois un Teams d'un associé que je connaissais pas du tout. Il me dit « Hello Dylan, est-ce que tu es disponible pour échanger ?» Je voulais vous annoncer que votre jump est accepté. Vous avez fait un excellent travail et vous êtes l'un des rares à avoir franchi cette étape cette saison. Bravo et profitez bien de votre été.